Ils sont très loin d'avoir, comme on entend souvent, le QI d'une huître ou une mémoire de poisson rouge. Les animaux marins sont en fait de pur génie. Bill François nous plonge dans les merveilles des océans. Le biophysicien naturaliste est notre invité alors que s'ouvre donc un sommet international consacré à la fonte des glaces. Ça se passe à Paris. Bonsoir Bill François. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Les génies des mers, quand les animaux marins défient les sciences. Je l'ai dit, plongé dans le merveilleux des océans. C'est par l'auteur aussi que vous êtes d'Éloquence de la sardine. C'est chez Flammarion. On va voir qu'il y a beaucoup d'humour dans votre ouvrage. D'abord peut-être un chiffre. Est-ce qu'on peut quantifier le nombre d'animaux qui vivent dans les eaux, notamment les mers et les océans? Il y en a des millions et on en a déjà découvert des millions, mais c'est très difficile de les compter parce qu'on s'aperçoit qu'en fait on en découvre en permanence et on ne les connaît pas tous. Et en vérité, on estime, parce qu'on arrive quand même à faire au moins des suppositions, des fourchettes, des ordres de grandeur, on estime qu'on en connaît à peu près 10%. Et dans votre livre, on va commencer par sans doute le plus connu d'entre eux, y compris par les plus petits, si certains nous regardent, c'est bien entendu le poisson. Et alors là, ça pourrait paraître anecdotique, on pourrait dire mais qu'est-ce qu'il y a de merveilleux chez un poisson? Mais quand vous vous intéressez au mouvement des poissons, c'est assez fascinant. La technique, les moyens qu'ils utilisent pour se mouvoir. Les poissons, ce n'est pas un groupe, comme on dit, monophylétique, c'est-à-dire une seule famille d'êtres vivants. C'est plein de familles d'êtres vivants qu'on a regroupés un jour sous le nom de poissons parce qu'ils se ressemblaient, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et donc, ces animaux ont des modes de nage et de vie très, très, très variés. Parce qu'entre un thon et un esturgeon, par exemple, il y a autant de différences en termes d'évolution qu'entre nous et un esturgeon. Donc, c'est vraiment extrêmement varié et ça fait qu'il y a des types de locomotion pour nager dans l'eau totalement différents. C'est pas juste la brasse, le crawl et le papillon. C'est des dizaines de nages différentes selon la taille aussi du poisson parce qu'ils vont voir des forces physiques différentes et ça va, c'est un sujet d'étude sans fin. En fait. Et vous dites que ces techniques de nage, elles ont de quoi faire pâlir les plus grands champions de nage olympiques. Vous avez cité la brasse, le crawl. Une anecdote pour vous, en tous les cas, un exemple, un cas concret qui vous fascine chez un poisson, lequel? Alors un exemple fascinant, c'est le thon. Le thon, quand il naît, il fait la taille d'un grain de couscous à peu près. Donc il est absolument minuscule et il est tellement petit qu'il va... C'est une larve transparente, c'est une larve transparente, un peu difforme, avec une grosse tête. Ça ressemble pas du tout au thon aérodynamique, hydrodynamique qu'on verra quand il va grandir. Et en fait, il est tellement petit qu'il ressent tous les chocs des molécules d'eau. Et donc l'eau est pour lui aussi visqueuse que le serait pour nous du miel à la naissance, pour un animal aussi petit. Donc il doit ramper dans l'eau quand il naît. Et ensuite, au fur et à mesure qu'il va grandir et qu'il va pouvoir atteindre presque 1 tonne à l'âge adulte, en tout cas au moins 500 kilos pour les plus gros thons rouges, eh bien il va devoir constamment réapprendre à nager jusqu'à arriver à être tellement grand qu'il soit capable de voler dans l'eau. Donc c'est l'autre extrême, où il est capable de voler dans l'eau en utilisant la portance, comme les avions. C'est le même phénomène que les avions. C'est une force vers le haut qui le porte grâce à sa vitesse, comme les ailes d'un avion. C'est exactement le même principe. Donc il part de la nage la plus lente et la plus complexe et infime à la nage la plus aérienne. Et la plus sophistiquée. Des crevettes, on croise des crevettes qui font bouillir la mer. Expliquez-nous. C'est aussi un phénomène de mécanique des fluides, ça. Ça se passe chez des crevettes qu'on appelle les crevettes menthes et d'autres qu'on appelle les crevettes pistolets. Ce sont des espèces qui claquent des pinces tellement fort et tellement rapidement que ça provoque une dépression, un phénomène qu'on appelle la cavitation, qu'on retrouve d'habitude que dans les hélices des bateaux très rapides ou au niveau des torpilles, quoi. Mais ces animaux le font tellement vite que ça fait, du coup, c'est une ébullition de l'eau par une sous-pression et ça serait tellement puissant qu'on voit un flash à ce moment-là. Et ce flash, eh bien, on ne sait pas l'expliquer, mais il s'agirait d'une sorte de réaction nucléaire. Comment, alors vous êtes biophysicien, ça aide, on imagine, mais comment faites-vous, là, l'exemple de la crevette, concrètement, comment on travaille pour trouver ces mouvements, pour détecter cette manière? C'est deux choses. D'abord, les observations. Et elles peuvent venir de partout. Ça peut être les pêcheurs, ça peut être les plongeurs, ça peut être des peuples autochtones qui connaissent ces animaux depuis toujours. Ça peut être un promeneur sur la plage. On découvre des choses sur le monde marin par tous les moyens. Il suffit de l'observer. On en rencontre tous les jours. Et il suffit d'observer, d'ouvrir l'œil, d'ouvrir les oreilles. Et ensuite, à partir de ces observations fortuites, il faut des démarches scientifiques en laboratoire avec des outils sophistiqués pour essayer de comprendre, établir des théories et décrypter les secrets de ces animaux. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a des secrets d'une grande diversité, mais on retrouve toujours les mêmes lois physiques, les mêmes phénomènes qui permettent d'expliquer plein de choses.
La méduse est-elle un animal ou un plancton? Ou du plancton? Alors le plancton est constitué d'animaux et de plantes. En fait, la définition du plancton, elle n'est pas claire. Chacun la met un petit peu à sa sauce et en gros, c'est tout ce qui flotte, qui flotte en suspension dans l'océan et qui se déplace au gré des courants. Mais du coup, vu comme ça, une baleine bleue ferait partie du plancton aussi. Et certains scientifiques vont vous dire, oui, le plancton, c'est tout ce qui dérive, donc la baleine bleue aussi. Donc un mammifère peut être du plancton? Oui, après... Couramment, on dit que le plancton, c'est quand même les êtres plutôt petits, dont la dérive va être plus importante que leur propre nage. Et typiquement, la méduse, c'est le cas. Elle nage pas. Elle nage, mais elle va surtout dériver dans le courant. Ouais. Voilà. Elle est constituée à plus de 90% d'eau, la méduse. Si on la fait sécher, il ne reste plus rien quasiment. Et en fait, du coup, elle a la même flottabilité que l'eau. Elle est entre deux eaux en permanence. Alors des animaux qui sont tous aussi fascinants les uns que les autres. Pourquoi vous, le biophysicien naturaliste, vous êtes engagé dans cette démarche à la fois très ludique, parfois je le disais très drôle? Pourquoi selon vous il est important de connaître ces merveilles et ces pouvoirs parfois fascinants, insoupçonnés de ces espèces? Déjà parce que le monde marin, c'est une source d'émerveillement permanente et c'est un bonheur qui, moi, m'a beaucoup touché. J'ai eu la chance de rencontrer un grand nombre de ces espèces, d'interagir souvent avec elles. Et je pense que c'est en interagissant comme ça avec le monde vivant qu'on en devient le meilleur défenseur parce que c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on peut défendre. Et donc, c'est une source d'émerveillement sans fin et j'aimerais susciter des vocations, que les gens aillent voir. Pas seulement rester sur la plage, mais simplement mettre un masque ou regarder la mer. Ça permet de voir des choses formidables, même en France, surtout en France, je dirais même sur nos côtes, on a les meilleures observations de baleines, de dauphins. Justement, au monde. Vous parlez des baleines, il y a un chapitre assez drôle sur les cétacés, vous convoquiez le grand bleu, forcément il est question d'apnée. Racontez-nous pourquoi les cétacés sont les champions des champions en la matière, les stars de ce sport. Les cétacés, c'est des mammifères comme nous qui respirent de l'air, mais qui ont choisi de passer leur vie dans l'eau. Au cours de l'évolution, à un moment donné, ils sont retournés dans l'eau pour y mener leur vie et occuper les écosystèmes qu'il y avait là. Et ils ont donc développé tout un grand nombre d'adaptations à la vie en apnée, par exemple d'être capable de ralentir consciemment les battements de leur cœur, d'expulser de l'air avant de plonger. Nous, quand on plonge, on inspire, mais ça fait qu'on est trop léger et qu'on peut avoir des accidents de décompression, c'est pas pratique. D'ailleurs, les orques ont bien compris, je crois que les orques coulent parfois des baleines. Les orques soufflent avant de plonger et effectivement coulent les baleines pour essayer de les noyer afin de les attraper. C'est même ce principe qui a été utilisé, c'est une histoire formidable en Australie, par des aborigènes qui chassaient la baleine grâce aux orques. Fascinant comme exemple. On va parler bien entendu de ce sommet et des menaces qui pèsent sur l'océan et sur la mer. Mais est-ce que toutes ces techniques, on pourrait parler de quoi, d'aérodynamisme, est-ce qu'il y a un champ d'application hors des eaux qui sont présentes sur notre planète pour d'autres disciplines ? Le monde marin, oui, c'est une source d'inspiration sans fin pour nos ingénieurs, pour nos inventeurs. Faut rappeler qu'on ne pourrait pas regarder la télé aujourd'hui sans un poisson qui s'appelle la raie torpille, qui nous a permis de comprendre les phénomènes fondamentaux de l'électricité et en particulier d'obtenir la pile électrique. La première pile, celle de Volta, ça s'appelait organe électrique artificiel parce que c'était l'imitation de l'organe de la torpille. Bio-inspiration pure. Après, d'un point de vue plus métaphorique aussi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces animaux qui ont une vie totalement zéro déchet, écolo, etc. Et qu'on a beaucoup de sources d'inspiration dans ces écosystèmes. Les écosystèmes peuvent nous apprendre aussi à vivre entre nous et à penser différemment. Alors répondez-moi franchement, oui ou non, est-ce que vous allez suivre précisément ce qui va se passer à ce sommet sur les glaciers à Paris? Parce que des grands rendez-vous internationaux, il y en a comme ça. On les présente toujours comme très importants forcément, parce que pour le coup, si on dit qu'ils ne servent pas à grand-chose, ça ne sert à rien de les organiser. Est-ce que vous suivez ce genre d'événement? Je suis ce genre d'événement de loin parce qu'effectivement, je ne crois plus trop en la volonté des États de faire quoi que ce soit. Et je pense que c'est... il y a vraiment une prise de conscience très importante à avoir. J'espère qu'elle viendra, mais pour l'instant, je ne vois aucune mesure qui sort de tous ces événements. Et c'est dommage parce qu'il suffirait de quelques mesures pour déjà arranger les choses. On le voit sur le monde aquatique. Dès qu'on prend des mesures pour un petit peu réduire la surpêche, par exemple, les espèces reviennent très très vite, très efficacement. Le problème, c'est qu'actuellement, on le dit, c'est pas toujours irréversible.
Il y a une grosse résilience de la nature, mais pour ça, il faut faire un effort. Il faut changer nos modes de consommation et il y a des efforts énormes à faire par rapport au climat, par exemple, qui est un problème mondial qui devrait être la priorité numéro 1 de tous nos dirigeants, de toutes nos vies et qui actuellement est relégué au second plan, enfin je dis second, mais au 12e plan, derrière toutes sortes de choses sans importance. Et tout est lié d'ailleurs parce que le plancton répare notre climat. Qui dit plancton menacé dit climat encore plus menacé. Quelles sont les espèces que vous connaissez bien qui sont vraiment en grand danger aujourd'hui ? Toutes. Tout l'équilibre en fait est menacé au niveau de l'océan. Alors il y a des espèces qui vont profiter de la crise climatique, qui vont se multiplier, qui vont conquérir de nouveaux territoires, qui vont se déplacer, d'autres qui vont totalement disparaître. Mais toutes les espèces seront affectées, tous les équilibres seront affectés. Il suffit de voir quelques dixièmes de degrés de température en plus, ce que ça change. Par exemple, en ce moment, on a une phase qui est d'eau très chaude en Atlantique Nord. En Bretagne, on a des poulpes, on a des thons rouges, on a des langoustes, des poissons tropicaux comme la dorade coryphène qu'on pêche d'habitude en Guadeloupe. Cette année, on en pêchait à La Rochelle. Donc, quelques dixièmes de degrés. Donc 5 degrés, ça va être un bouleversement, ça va être n'importe quoi. Et malheureusement, ça ne va pas être que dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des coryphènes en mer du Nord, mais il y aura surtout tous les poissons de mer du Nord qui n'auront plus nulle part où aller et qui disparaîtront. Là, vous parlez de la hausse des températures qui a un impact, on le voit, notamment sur les espèces et sur leur déplacement sur notre planète. Est-ce que la fonte des glaces et des glaciers dont on parle à partir d'aujourd'hui à Paris, elle a aussi des incidences sur la biodiversité marine ? Absolument, parce que les pôles, c'est une zone extrêmement importante pour toute la biodiversité marine. Je peux vous donner juste un exemple. Les baleines, à part celles de Méditerranée qui ont la chance d'avoir du krill toute l'année et qui du coup restent en Méditerranée toute l'année, toutes les autres baleines ont besoin d'aller au pôle pour se nourrir parce qu'il n'y a que au niveau des eaux polaires qu'il y a assez de nutriments pour produire assez de nourriture pour qu'il y ait ce krill, ces petites crevettes qui nourrissent les baleines. Une baleine, ça mange énormément, ça a besoin de beaucoup d'énergie. Il n'y a que dans les eaux polaires qu'il y a ça. Si les eaux polaires, elles sont perturbées, si ces écosystèmes ils sont détruits, toutes les baleines qu'on retrouve à la surface du globe, elles n'ont plus nulle part où manger. Et alors, je vous dis l'exemple des baleines, mais c'est vrai pour énormément d'espèces, c'est des cycles où tout est connecté, l'océan n'a pas de frontières, c'est pas comme les pays et il n'y a pas de montagnes ou de barrières naturelles entre les grands bassins océaniques. Du coup, tout est connecté et si les pôles sont impactés, tout le reste est impacté. Et à court terme, le plus grand danger, c'est quoi ? À court terme, le plus grand danger, c'est ce réchauffement climatique. Il est sur du court terme. On est déjà à plus de 1 degré. Chaque dixième de degré va compter. Donc à court terme, c'est le prochain dixième de degré, le prochain centième de degré. Pour celles et ceux qui nous regardent également, même si dans une grande partie de la planète, on n'est plus en période estivale, ce n'est pas la période des grandes vacances et du tourisme de masse. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce soir quel est l'impact des crèmes solaires notamment ? Tout à l'heure, on parlait des PFAS dans la première partie, ces polluants éternels. Je ne sais pas si les crèmes solaires en font partie. En tout cas, il y a beaucoup de produits chimiques à l'intérieur. En quoi sont-elles néfastes pour la biodiversité marine ? En fait, il y a beaucoup de produits toxiques pour toute une gamme d'animaux marins dans les crèmes solaires. Et comme on met généralement de la crème solaire avant d'aller se baigner, ça se retrouve directement dans l'océan. Alors heureusement, il existe des crèmes solaires qui n'ont pas ces produits chimiques et ça c'est très bien documenté. L'avantage, il y a beaucoup de défis pour le consommateur, mais il y a aussi des outils formidables avec des tas d'associations sur Internet qui en un clic permettent de savoir ce qui est bon ou pas. Que ce soit pour le poisson durable ou surpêché, la crème solaire, etc. Donc en un clic, avant d'acheter votre crème solaire, vous regardez sur Internet et à domicile sur votre smartphone, on vous dit laquelle il faut prendre, laquelle il faut éviter. Et ça permet quand même d'éviter cet impact. C'est déjà ça. Voilà déjà pour cet impact et c'est déjà un bon conseil. Allez, pour terminer, il nous reste quelques secondes. Je vais utiliser l'humour comme vous le faites. Est-ce que le monstre du Loch Ness existe ? Alors, le monstre du Loch Ness, il y a eu Parce qu'on ne sait pas toutes les espèces qui existent dans les abysses. On ne sait pas toutes les espèces qui existent dans les abysses. Il y a eu plein de campagnes pour essayer de démontrer qu'il existait ou pas. Et puis finalement, le type qui avait pris la photo, qui avait pourtant été authentifié par la NASA, a avoué sur son lit de mort que c'était un montage avec une maquette en plastique. Bon. En revanche, il y a sûrement des animaux encore plus incroyables dans l'océan qui nous attendent parce qu'on en découvre parfois, tous les jours. Et qui ont des têtes encore plus drôles que le monstre du Loch Ness. C'est certain qu'on va découvrir. Merci beaucoup, Bill François. Les génies des mers, quand les animaux marins défient les sciences plongées. Donc fascinant dans cet univers merveilleux des océans. C'est chez Flammarion. Merci à vous. Merci.